De toute façon, il n'y a que l'expérience qui reste. Dans tout ce que tu peux vivre, je pense, en tout cas moi en tant qu'auteur, scénariste et créateur de marque, je ne crois qu'en l'expérience. C'est-à-dire, quand tu vas vivre quelque chose, tu vas le vivre à un moment T, qui est un moment qui est finalement très court, et tu vas te rappeler de quelque chose. Ce souvenir, c'est ça qui, moi, m'intéresse. Qu'est-ce que tu vas laisser dans la tête des gens ? Comment ils vont raconter ce qu'ils ont vécu aux autres ? Et là, tu dois travailler en fait sur des petits traumatismes. Un truc qui m'intéressait dans l'escape game, c'est de faire vivre à des gens quelque chose qu'ils avaient toujours rêvé de faire mais qu'ils n'ont jamais pu faire. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Panier avec Guillaume Natas qui a eu et qui a d'ailleurs une cinquantaine de vies. Salut Guillaume. Salut, enchanté. Aujourd'hui, on va parler de ta vie à la Maison de la Poutine. Mais honnêtement, je connaissais pas bien Guillaume et ça fait une demi-heure qu'on prépare cet entretien et qu'on discute. Il est pas impossible qu'on divague un peu et qu'on sorte de la trame. Très heureux de te recevoir. Bah également, je suis très heureux d'être ici. Et je passe un petit coucou à Julia qui a permis cette intro et qui a fait les présentations. Merci Julia. On embrasse Julia. Très heureux de te recevoir. Guillaume est le cofondateur de la Maison de la Poutine, qui est une chaîne de restaurants. Vous en avez 3 à date ? On a 3 restaurants. Ouais. On a 3 restaurants et une cuisine qui fait que du Uber. Une cuisine qui fait que du Uber, voilà. C'est l'un des sujets qu'on va traiter aujourd'hui, le sujet des dark kitchen. J'en ai déjà parlé avec Just Eat récemment. C'est un sujet qui m'intéresse, qui me passionne. Et tu as un avis assez tranché sur la question, on y viendra. Ouais, avec plaisir. En fait, c'est assez révélateur de notre rapport aujourd'hui au service à Internet. Enfin, la question des dark kitchen est passionnante. Elle est passionnante parce que c'est une question de bord de ravin. C'est-à-dire qu'on se la pose à un moment. Une question de, pardon ? On est au bord du ravin. Au bord du ravin. Ouais, okay. C'est-à-dire qu'on est à ce moment-là où on y va. Parlons de ça. 1 minute 27 et on est dans le vif du sujet, j'adore. Ouais, c'est rare. On y va. En plus, comme on coupe rien, il faut qu'on soit efficace et tout. C'est chouette de se dire qu'on coupe rien, que si on dit des bêtises, ça ira de toute façon sur Internet, mais que ça sortira pas d'Internet, j'espère. Jamais. En fait, c'est intéressant parce que Uber a... Il y a des travaux, mais on entend des travaux, mais comme ça, vous vivez le moment vraiment avec ça. Uber a amené le service dans la main des gens, c'est-à-dire que on a créé une expérience service extraordinaire, mais ils ont fait ce qui, à mon sens, est une erreur, c'est qu'ils l'ont fait quasiment gratuit pour l'utilisateur. Uber, comme plein d'autres, comme Amazon, qui a rendu une évidence la livraison gratuite Voilà. En fait, on a rendu gratuit des trucs pas gratuits. Ouais. Et ça, à un moment, je pense que c'est un problème. C'est-à-dire que si tu as beaucoup d'argent pour rendre gratuit quelque chose de pas gratuit, d'écraser toute ta concurrence là-dessus qui va te dire « Bah ouais, mais moi, le problème, c'est que pour qu'un type pédale jusqu'à chez toi, aille te chercher ta bouffe, monte ton escalier, sonne, te dise « Bonjour monsieur, voilà votre bouffe », et que t'aies payé ça 1,99€, si tu trouves ça normal, c'est que t'as un rapport au temps de l'autre qui est particulier, parce que le mec, il va y passer au moins une demi-heure. Si t'estimes qu'une demi-heure d'un mec, ça coûte 2 balles, surtout qu'en plus, il y a des dérives et qu'il touche pas forcément les 2 balles, il en verse une partie à des mecs qui opèrent. T'entends, il touche pas forcément les 2 balles. Ouais, c'est-à-dire qu'on incroyable. en est là. Ça pose quand même une question de rentabilité de quelque chose, et surtout, ça anesthésie les gens sur ces sujets-là. C'est-à-dire qu'en fait, au bout de 3-4 ans où t'as payé 2 balles ta livraison, tu te poses pas la question de savoir si ça les vaut, c'est ce que ça vaut. En fait, t'as créé ce paradigme où te faire un livret de la bouffe, ça coûte 2 balles. Ouais. Ça pourrait coûter 1 centime même. En fait, c'est pas le problème. Les gens, ils payent ce que tu leur dis que les choses valent. On connaît toute l'histoire des lunettes, tu vois.
où on te fait payer 250 balles une monture de lunettes. En fait, on sait très bien que ça coûte 40 centimes en termes de production, mais bon, c'est le prix. Donc personne va aller dire, attendez, pourquoi je paie si cher? Non, finalement, ça va. T'as des essais, mais bon, comme il y a la sécu derrière, comme il y a tout ça, c'est très cher. Mais là, tu parles de la livraison. Ouais. Pas forcément du concept ou du modèle des Dark Kitchens. Non, mais en fait, il est dérivé de ça. C'est-à-dire que moi, je pense que la livraison, c'est cool. Je pense que c'est un beau service. C'est un beau service de luxe. C'est-à-dire que te faire livrer ta bouffe chez toi, ça existe depuis longtemps, t'as les pizzerias qui le faisaient, mais les pizzerias, elles avaient une astuce, c'est qu'elles te disaient, la pizza, elle coûte 17 balles, la livraison est offerte. Par contre, si tu viens chercher ta pizza, pour 17 balles, t'en as 2. Donc là, je te laisse un peu voir ce que ça veut dire. Ça veut dire que la pizza vaut la moitié du prix qu'elle coûte, et puis t'as la moitié du prix de la livraison, donc on arrive sur, par produit, 7-8 euros de livraison, ce qui me semble être un assez juste prix, encore une fois, pour te faire livrer chez toi. Donc là, avec le confinement, Uber et le système de livraison a pris une place énorme chez les gens, pour 2 raisons. La première, c'est que on n'a plus sortir, donc on a de l'argent. C'est-à-dire que tout le monde a son budget un peu bar, resto, ciné, sortie. Les réserves des Français ont explosé. Ouais. Normal. C'est normal. On fait plus rien, bien sûr. Plus de vacances, plus plus de rien, sorties, plus de resto. La réalité, c'est quand est-ce que tu dépenses ta thune, c'est quand tu vas boire des coups avec tes potes le soir et qu'à la fin, tu t'es rendu compte que t'as claqué 70 balles en bière, un petit resto, un petit fast-food, un petit truc. Même, ça va très très vite le soir quand t'es un peu joyeux et tu payes des coups. Là, t'as plus ça. Donc, t'as de l'argent et en même temps, tu peux plus bouffer autre chose que ce que tu te fais toi-même ou ce que tu te fais livrer. On a eu cette situation de couvre-feu à 19h où tu pouvais rien acheter dans la rue, mais tu pouvais te faire livrer jusqu'à 21h30. Donc bon, forcément, là, la livraison explose. Mais toujours avec, pour moi, ce problème qui est que le restaurant, il paye une très grosse commission sur la livraison. Il paye plus de 30% sur le TTC de son ticket. Donc tu payes à Uber. Ça, ouais. Si tu te... Ta com est 30% sur le prix total. Si tu vends pour 20 euros de marchandises... Ouais, tu payes 6 à Uber. Tu payes 6 à Uber. Tu payes 6 euros à Uber. Okay. Donc 30 euros TTC en plus, ça va être... c'est moins en brut. Hein. Ouais, bien sûr. T'as ta TVA et tout que là tu vas payer. Voilà. Donc déjà, c'est quasiment ta marge. Donc ça veut dire que t'as minimisé ta marge. Par contre, tu gagnes un petit peu en RH parce que t'as pas à faire l'encaissement. T'as pas non plus à faire la communication parce que Uber te ramène des clients. Donc tu peux le retrouver un peu là-dedans. Le schéma est faire. Hein. Je veux dire, Uber, ils font du bon taf, tu vois. Et t'as plus ta salle à gérer, tes serveurs. T'as plus ta salle, voilà. Mais du coup, t'as aussi de la vaisselle jetable, qui coûte un peu plus cher. Enfin bon, tu t'y retrouves comme ça, tu fais tes calculs. Ensuite, t'es livré par un mec, et là, il y a des questions aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on sait que, bon, déjà, les livreurs sont pas très bien encadrés en termes de droit du travail. Certains le sont. Il y a du travail qui est fait là-dessus, mais on est quand même sur des questions, c'est pas évident, tu vois. Et c'est pas trop régulé, c'est-à-dire que tu sais jamais trop qui se cache derrière un compte de livreur. Il y a un système de location de compte, on le sait, donc il y a des mecs qui sont déjà quand même pas très bien payés, qui sous-louent leur compte à un autre mec. Ouais, en gros, chers auditeurs, si c'est pas clair, mais moi qui suis par exemple président français qui ai le droit d'avoir un compte et de travailler ou de déclarer, je peux ouvrir un compte de livreur et le sous-louer à un et ça, c'est mec souvent, qui en aurait besoin. Et là, on sait, et là on arrive à un niveau de misère où le mec qu'en est à sous-louer un compte Uber, ça peut être quasiment de sommeil, c'est-à-dire voilà, c'est l'enfer. Ouais. On est quasiment là-dessus. On est parfois, ça va être des migrants qui sont tout juste arrivés à Paris, ça va être c'est des gens très très précaires, c'est des sans-papiers. Donc on est sur de la grosse précarité. Donc, et c'est cette personne-là qui, toi, vient te livrer pendant le confinement. Bon, je pense que ça mérite qu'on y réfléchisse. Ouais. Il y a un réel sujet sociétal. Ouais. Aujourd'hui, en plein confinement, je pense pas que l'État se soit amusé à trop légiférer là-dessus, mais dans tous les pays, ça commence à légiférer, et c'est normal, parce que ils n'ont même pas leur outil de travail pris en charge. C'est-à-dire que là, ils prennent des Vélib avec un abonnement Vélib, machin, pour pas payer. Enfin, ce sont quasiment ce sont des gens très 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 précaires. Je fais juste une parenthèse, mais je reviens sur Just Eat que j'ai reçu sur le panier. Là, eux, ils ont choisi, je sais pas ce que t'en penses, mais d'embaucher tous leurs livreurs. Eh ben, c'est très bien. Sauf que ils pourront pas être concurrentiels si en face d'autres boîtes
font pas la même chose parce que quand tu embauches tes livreurs, moi je pense que c'est évidemment ce qu'il faut faire. Et en fait, je vais te dire, hein, la solution, elle est extrêmement simple. La livraison, c'est 9 balles. C'est fini. Tu fais payer 9 € la livraison au client. Si tu fais payer 9 € la livraison au client, c'est bon. Le mec, il a un vélo. Son vélo est entretenu par la boîte. Il a une assurance, il a un contrat, il a des vacances, il a une assurance chômage. En fait, les trucs que nous, on est bien content d'avoir, tu vois. Donc, il n'y a pas de raison que ton livreur, il ait pas ça, alors qu'en plus, il fait quand même un service qui est un sacré service. Il t'amène de la bouffe chez toi. C'est-à-dire que personne n'a besoin de ça. C'est très rare, à part des personnes handicapées, ça peut arriver, des situations de handicap qui font que t'as besoin de te faire livrer ta bouffe, mais l'extrême majorité des gens qui se font livrer de la bouffe la plupart du temps, c'est vas-y, la flemme de descendre. Mais tant mieux. Juste, moi je trouve que ça devrait coûter à peu près 10 balles. Question par curiosité, juste pour comprendre, toi qui as trois adresses, un livreur il peut faire combien de livraisons? Si tu es sur Paris, je sais pas sur Paris, trop, moi j'ai jamais fait de livraison, mais j'ai des amis qui font de la livraison, qui sont coursiers, tu vois, et ils font à peu près 2 livraisons par heure. Ouais, donc 20 balles de l'heure. Ouais, après il y a aussi maintenant des systèmes où c'est en train de s'améliorer, où tu sais tu vas prendre 2 livraisons, et puis l'algo va te les mettre sur le chemin, donc voilà, mais encore une fois, derrière, il faut quand même penser que si jamais tu gagnes 20 € de l'heure, la boîte, elle doit se payer. Uber doit aussi se payer. Uber, c'est une belle boîte. Ils font de la R&D, il y a plein de choses à payer. Donc, pour qu'à la fin, le livreur ait une somme décente dans la poche, il va falloir travailler sur ce prix-là. Là où moi, je trouve que il y a beaucoup de cynisme dans le développement des dark kitchen. C'est que aujourd'hui, t'as des mecs qui te disent, moi, je vais faire un concept où le resto n'existe plus, où on va prendre d'immenses cuisines, on va créer des marques qui n'existent que dans cette cuisine et on va les vendre sur Uber. Ce qui est le concept, pardon, c'était peut-être pas clair pour vous, chers auditeurs, mais une dark kitchen, c'est ça. Voilà. C'est un resto sans salle, en gros. C'est un resto sans salle et même, c'est plusieurs restos sans salle dans le même endroit où tu vas faire des plats de plein de plats différents. Ça, je savais pas. Ah oui, non, c'est ça. Donc, le concept. Un labo, enfin une cuisine qui va faire du chinois, du jap, une pizza. Voilà, exactement. Et ils vont utiliser des produits communs, donc ils vont optimiser le truc et c'est assez rentable. Sous différents noms vendus sur les Deliveroo, Uber exactement. Et autres. Et des noms qui sont parfaitement brandés et tout, mais qui n'existent pas en tant que resto. Là où moi, je pense que la livraison, c'est bien, adosser un restaurant. C'est-à-dire que tu as un restaurant que tu connais, en plus, il propose de la livraison quand t'es loin, quand t'as pas le temps, mais ça te donne aussi envie d'aller sur place et tu fais vivre un commerce local. Là, on est en train de faire un truc qui a complètement uberisé la bouffe, où t'as même plus de lieu pour te retrouver, et où en plus de ça, et là où je trouve que les mecs prennent quand même un risque considérable, c'est qu'ils adossent tout un business sur un tiers, qui va être Uber, Deliveroo, Just Eat et compagnie, qui aujourd'hui sont des boîtes qui sont pas rentables. C'est-à-dire que tu lèves des millions pour créer un concept qui est aujourd'hui, qui s'appuie sur un modèle qu'on n'a pas encore réussi à rendre rentable, qui est la livraison de nourriture chez toi. Tu dis qu'il lève des millions parce que il y a des startups de dark kitchen, des entreprises de dark kitchen qui lèvent de l'argent pour se lancer. Du 30 millions, des choses comme ça. Ouais, en France. Ouais, bien sûr. Et tout le monde y va parce que bon, les chiffres sont excellents pour le moment, donc je pense qu'ils projettent une croissance de fou. Mais l'usage va-t-il changer ? Bah, moi, je pense pas trop. Enfin, en fait, je pense qu'après le confinement, les gens déjà vont retourner au restaurant. Oui, c'est ça. Donc, il va changer. L'usage actuel va changer. Ouais. On va revenir sur le. En fait, que l'usage change ou pas, mais après, j'en sais rien. Ça se trouve, je me plante, tu vois. Peut-être qu'en fait, ça va. C'est un super investissement. Ils ont bien fait. Moi, je prendrais pas le risque d'investir des millions dans un concept où si demain Uber, il dit bon bah maintenant, voilà, ça va être 10 balles la livraison parce que c'est comme ça qu'on est rentable et pas autrement. Ou j'augmente votre commission. Tu peux rien faire. Et Uber va t'imposer ça. Ce qu'ils ont fait il y a quelques années et à plusieurs reprises sur les taxis. Sur le drive. Où d'un coup, ils relevaient les coms, quoi. Et c'est très bien. Parce qu'en fait, encore une fois, un Uber qui vient te chercher dans une berline et ça vaut de l'argent. Un mec qui t'amène d'en bas de chez toi à où tu veux via une appli magnifique, ça vaut de l'argent. Ça devrait pas valoir 3 €. Bon, bah maintenant, ça vaut 8, 9, 10 € selon le prix. Ok, parfait. Parce que leurs chauffeurs sont des mecs maintenant qui sont formés. C'est plus la teuf. Sur la livraison, tant que le modèle n'est pas validé, tant qu'à un moment tu peux pas te dire ok, moi j'ai ma dark kitchen, mais si demain Uber me fait trop chier, que ma marque est assez puissante, je lance ma propre flotte de livreurs. Donc tu dis, moi ok, je suis rentable en lançant mes propres livreurs et en respectant le droit du travail français, donc du pays dans lequel tu as investi. Mais aucun resto peut avoir sa propre flotte de livreurs. Bah oui. Enfin, non, mais t'as raison. Alors, une dark kitchen, peut-être qu'une dark kitchen géante qui aurait 30 restaurants dedans, qui a tous ces trucs, peut-être qu'elle peut avoir sa propre flotte. Mais dans ce cas-là, il faut qu'elle s'y prépare
Il faut qu'elle soit prête à gérer sa flotte, à gérer des mecs qui du coup vont demander des congés, vont avoir des accidents et il va falloir que l'assurance assure le truc. En fait, tout le bordel. Les pouces, ou en tout cas, sont pas utilisés entre 14h et 18h. Et ouais, mais après, c'est une nouvelle gestion. Est-ce qu'ils sont prêts à faire ça? Ou est-ce qu'ils continuent à se dire, je compte sur Uber et je compte sur le fait que Uber va continuer à me gérer? Moi, je sais que dans mes restaurants, j'étais très content. Je suis très content d'avoir Uber. J'ai une super relation avec eux. On échange vachement, on bosse ensemble et compagnie. Mais la réalité, c'est que je fais toujours en sorte de pouvoir vivre sans eux. Parce que c'est un tiers. C'est un tiers avec qui mes relations commerciales ne dépendent que de la santé de leur entreprise. Et je ne sais pas ce qui se passera demain. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, c'est quand même des boîtes qui galèrent à être rentables, qui lèvent énormément, qui ont des projets de ouf, qui ont des technos de ouf, et c'est en train de prendre de la place et c'est en train d'évoluer. Mais c'est pas fini. Ça marche pas encore. On peut pas dire ah ouais, le modèle il est validé de chez validé, il y a pas de souci comme un café où bon bah tu vends du café, tu gagnes tant, ça c'est bon. On sait que ça marche, tu vois. Là Uber pour le moment, ça marche grâce au levée de fonds, grâce à l'investissement publicitaire important, grâce aux commissions qui sont très importantes, grâce à de l'optimisation fiscale aussi. Je reste sur ce modèle de Dark Kitchen qui est intéressant. C'est vrai que moi j'en ai vu fleurir plein dans le quartier au cours des 2-3 dernières années. On est dans le 17e à Paris, chers auditeurs, là. Et souvent juste un pas de porte et tu vois des livreurs qui attendent devant. Et ça, c'est vrai qu'il y en a partout. Je pense moi effectivement que dans quelques semaines, je l'espère, quand on sera tous vaccinés, que le Covid sera pas derrière mais à côté, en tout cas pas devant nous, j'imagine que l'usage évidemment va changer. Tu vas retourner au resto. En fait, la livraison, ça a toujours existé. Le Covid a pas été un accélérateur à mon avis de changement de la société, juste d'usage pendant cette période parce qu'on peut plus sortir comme tu le disais tout à l'heure. Ouais, c'est sûr. Une fois que tu peux retourner dans une salle avec des potes. Il y a aussi eu pendant des années très peu de trucs en livraison. En gros, t'avais des sushis, des pizzas et de l'indien et ça dégageait, tu vois, t'avais rien d'autre. Là aujourd'hui, il y a une offre incroyable. Il faut reconnaître quand même que l'offre de livraison, elle est folle maintenant. L'interface est fou. Enfin, quand t'es sur Uber Eats et que tu peux choisir ta bouffe, il y a quelque chose de fabuleux. Enfin, tu vois, t'es comme au resto grisant, dans ton salon, tu vois. Ouais, tu cliques sur des trucs, t'ajoutes des produits, t'appuies sur valider, et une demi-heure après, t'as un mec qui frappe chez toi et t'as ta bouffe. Bon, on est quand même sur une expérience d'utilisateur qui est extraordinaire. Mais en revanche, ça vaut de l'argent. Et ça, c'est un gros souci sur Internet depuis toujours. C'est qu'on te dit toujours que tout est gratuit, parce que publicité, parce que tout ça. Mais pour l'usager... Il y a personne qui est choqué, par exemple, de pas payer Gmail, tu vois. Bon, toi, les gens en entreprise payent Gmail, mais le compte principal Gmail, qui est un service quand même extraordinaire, tu vois, un service de mail fou, c'est gratuit. Mais en fait, c'est pas gratuit. Et là, il est en train de se passer un truc qui est intéressant. C'est qu'iOS 14.5 bloque les données publicitaires, par défaut. C'est-à-dire que si tu mets à jour ton iPhone, t'arrêtes de partager tes données publicitaires avec Facebook, avec Twitter, avec Google et avec tout ça. Parce que t'en as le droit. Sauf qu'avant, on te le proposait pas trop, il fallait le chercher. Et là tu partages plus tes données. Ok. Tu vois l'histoire des cookies. Tu peux refuser les cookies en début de site. Donc en gros, quand tu arrives sur un site maintenant, t'as de plus en plus de sites où si tu refuses les cookies, ils te disent bon bah par contre, si tu refuses les cookies, faut payer. Faut payer 1,99€ par mois pour avoir accès au site. Et là, tout le monde hurle. Mais en fait, mec... À quel moment tu t'es dit que c'était gratos? En fait, un site genre Slate, ok, tu prends Slate. Non mais c'est hyper intéressant. T'as une rédaction, t'as des mecs quand même qui se lèvent le matin, qui ont aussi besoin de bouffer. Toi, tu vas sur le site gratuitement depuis des années. Un matin, le mec te dit, bah si tu veux pas partager tes données publicitaires, c'est 2€. Et là, tout à coup, ton monde s'écroule. Tu fais, en fait, c'est ah ouais, d'accord. En fait, c'est vrai que l'économie existe, c'est vrai que tout le monde a besoin de bouffer et que ce service gratuit, il est plus gratuit, mais qu'en fait, il était déjà pas gratuit, mais je savais pas trop comment. Et tu te dis, ah donc, mes données publicitaires, elles valent 2€ par mois. Bon, bah, intéressant. Toi, ça te donne envie de plus les partager, parce qu'en même temps, tout à coup, tu te dis, ouais, mais on me suit, ouais, mais c'est de la merde. Et puis en plus, il y a une rupture de confiance, parce qu'en gros, on t'explique que depuis des années, tu les partageais sans le savoir, que maintenant qu'on te laisse le choix, si tu le fais pas... Enfin, tu vois l'approche pour les gens, c'est catastrophique. Il va falloir des années pour que les gens ils soient en paix avec ça, qui se disent ok je partage parce que finalement partager mes données qu'est-ce que ça peut bien faire, ça va me faire de la pub qui est mieux ciblée, ça va permettre aux sites sur lesquels je navigue de payer leurs employés, d'être bien, mais ça va être du taf, ou de dire moi je refuse de partager mes données en mon âme et conscience et ça va me coûter du coup peut-être 15-20€ par mois de pas les partager parce que des services vont devenir payants. Mais des trucs comme Facebook par exemple,
Quand tu lances Facebook ou Insta aujourd'hui sur iOS 14.5, ils te mettent un petit message en mettant les amis, on a vu que vous partagez pas vos données. Bon, bah, comment vous dire si vous voulez que le service reste gratuit, on serait bien que vous les partagiez, tu vois. Alors, 90% des Américains les partagent pas. 90% c'est un des cataclysme Américains. en fait, là, ce qui se passe. C'est fou. On s'en rend pas compte, mais depuis qu'ils ont le choix, les gens ne partagent pas leurs données. Et je te dis même pas que c'est intelligent de leur part. Je te dis qu'à un moment, en fait, les gens, ils ont l'impression de s'être fait niquer. Donc 90% des Américains les partagent pas. Je crois qu'en France, c'est du 85%. Enfin, c'est énorme. En gros, là, t'as des modèles économiques entiers qui s'effondrent. Mais qui s'effondrent. Genre, les mecs pourront plus payer les salaires dans 2 mois. Donc il va falloir trouver des solutions pour un problème qu'on a sur Internet depuis la création d'Internet, c'est-à-dire le tout gratuit. Attends, je suis désolé, parce que moi, c'est je suis sur Android Ouais, et on a un peu, non, mais ça m'intéresse. On a un peu divergé, là. Quand tu ouvres Instagram, Ouais. disons tes données de navigation Ouais. sur Insta et tes likes sont chez Instagram. Comment est-ce que iOS va les bloquer? Quand tu ouvres Instagram, il y a plus de choses qui se passent. Ton iPhone, il sait plein de trucs sur toi. Ne me fais pas passer pour un con Android, devant mes auditeurs, s'il te plaît. Ton Android Phone, il sait plein de trucs sur toi. Il a ton compte Google qui est lié, il a ta géolocalisation, il a tes usages, il a le temps que tu passes sur Internet, il a ton âge, ton sexe, les derniers achats que tu as fait. En fait, il a plein d'infos. Qui sont en dehors de l'app. Ouais, mais qui sont partagés avec l'app via des SDK, via plein de... En fait, il y a plein de petits liens qui se font et qui font qu'en fait, tes données sont vendues sans que tu le saches, ou Insta, il va acheter des cohortes de gens qui va ensuite revendre. Donc, par exemple, les hommes de plus de 35 ans qui ont des enfants. Oui, mais t'as quand même pas mal de ces données qui sont dans l'app. Alors, pas à 35 ans et les enfants. Ouais, mais il y en a peu, en fait. Non, mais quand tu... Ouais, ok. Et en fait, maintenant, t'as le droit de dire « je veux pas que tu les utilises ». Ce qui était pas le cas avant, ou tellement planqué. Aujourd'hui, tu peux dire « n'utilise pas mes données ». Et quand tu configures ça sur ton iPhone, en l'occurrence, donc pas dans ton cas, mais c'est quelque chose aussi que Google est en train de mettre en place, parce que Google est en train de carrément de supprimer les cookies sur Chrome. Donc, tu n'auras plus de cookies sur Chrome. C'est-à-dire qu'en gros, on ne pourra plus pister ta navigation. C'est ce qui est extrêmement chiant pour plein de boîtes qui utilisent ça pour savoir qui tu es. Bien sûr. Pour savoir si tu reviens. Pour savoir d'où tu viens. Du coup, faire de l'affiliation. Tu vois, des systèmes de pub qui vont t'amener vers un produit. Bon, bah, si jamais il y a un acte d'achat derrière, ce produit, via un cookie, on sait que tu viens de telle pub, que tu l'as consulté ces dernières 24 heures, et donc le mec qui t'a amené vers ce produit, tac, il va prendre sa commission. Via un système parallèle. Et bah bientôt, il devra par exemple forcément passer par Amazon. Mais tu vois, c'est tous ces petits trucs, on sait même pas vraiment comment ça marche. Mais là aujourd'hui, maintenant que la loi fait que on doit simplement savoir ce qui se partage sur nous. On doit être maître de nos données. Et les partager si on veut, mais bah, t'es baisé. Ouais. Les sites qui ont fait ça dans notre dos pendant des années sont baisés. Parce que les gens font faire la gueule. On fait partage mes trucs. Ah, ça vaut 2 balles, bah va te faire foutre. J'appuie sur non, tac, ça te coûte rien. Je ne veux plus partager mes données. Et c'est fini. Et alors en plus, quand après t'as des Apple qui par défaut te mettent le truc sur non et vont te poser une question qui va être une question, tu sais, genre souhaitez-vous partager gratuitement toutes vos données de navigation et personnelles avec des développeurs tiers sur lesquels Apple ne peut pas s'engager, nanana. Enfin, en gros, la question, elle est posée de telle manière à ce que tu fasses non, sûrement pas, tu vois, sans même te poser de questions, et en plus, t'as aucune conséquence à dire non. Les Bah, tout le pop-up monde dit RGPD, c'est un enfer. bah, c'est un enfer. C'est un enfer. Enfin, Les maintenant, il y a une nouvelle loi qui est passée et tu peux dire juste continuer sans accepter, je sais plus, mais avant, Ouais. l'espèce de pop-up ultra longue avec 50 cases à cocher ou C'était légal. décocher. Et maintenant, tu dois pouvoir dire je refuse tout ce qui n'est pas indispensable. Ouais, nanana. ça, ouais. Et bah, ça, encore une fois, ça va toujours dans le sens des gens, mais les sites qui se basaient là-dessus depuis des années pour faire leur business, bah, typiquement, tu vois, tous les pure players gratuits. Alors, ça m'est arrivé ce week-end et la réflexion que je cherchais une recette, je sais plus quoi, et je suis tombé sur un site, je vais pas dire de bêtises, mais c'était Marmiton ou un autre. Ou 750 grammes. 750 grammes qui normal. m'a dit, j'ai refusé les cookies, il m'a dit bah désolé, faut payer. Bah ouais. Mon réflexe de base a été retour en arrière et puis aller sur un autre site qui avait la bonne recette. Mais du coup, ma réflexion était la suivante, c'est que ça va pousser, parce que les contenus existent, si je le trouve pas sur Slate, je peux potentiellement le trouver ailleurs, sauf si Slate a les meilleurs rédacteurs et les meilleurs enquêteurs du monde, et du coup ça va pousser l'effet de bord de ça vers des contenus de meilleure qualité. Ça devrait normalement pousser vers des contenus ou des apps de meilleure qualité. Je serais prêt à payer pour Facebook si Facebook est la meilleure app de social network. Alors ça, je sais pas. Ça, il va falloir voir ce qui se passe vraiment. Parce que déjà, toi, t'es pas un mec basique, t'es un technophile,
t'es un mec qui bosse sur Internet, donc déjà, c'est quand même un petit peu ton gagne-pain. Donc, je pense que si demain, on te dit tu payes 2 € pour avoir accès à Marmiton et qu'en fait, tu utilises Marmiton 4-5 fois par jour, je pense que tu peux les lâcher. Je pense pas que ce soit impossible de te faire cracher 2 balles par mois pour Marmiton. Je pense aussi qu'il y a peut-être moyen de te faire accepter les cookies. Je te dis, bah mec, de toute façon, tes cookies, franchement, tu vas avoir des bonnes pubs ciblées sur Marmiton. Est-ce que c'est vraiment un problème de partager tes données de navigation avec Marmiton ? Je suis pas un ayatollah, Marmiton ? je le fais. Enfin, tu vois, moi, je suis d'accord avec ça. Ouais. Mais le problème, c'est quand on te pose la question, tout à coup, comme tu vas être un peu saoulé. Tu vas aller voir ailleurs, mais si finalement tu trouves pas mieux, bon. Finalement, Marmiton, 750 grammes, c'est des très bons sites. Ils sont bien référencés, tu y trouves ce que tu veux, donc ouais, ça va pousser à faire du bon contenu, mais moi je trouve déjà qu'il y a du bon contenu sur Internet. Je crois déjà que l'énorme concurrence d'Internet, le fait que t'as quand même, à chaque fois que tu fais quelque chose, 5 ou 6 autres personnes qui font la même chose et tu dois te différencier, pousse quand même plutôt à se différencier via le contenu. Cette histoire de données par-dessus, c'est en fait la surprise du chef où tout à coup tout le monde fait « Ah bah au fait on a ça, prenez vos données ». C'est quand même rigolo quand tu vois les pop-up RGPD là où il y a marqué la protection de vos données, notre priorité. Chaque fois il y a marqué ça en haut. Mais en fait c'est leur priorité depuis qu'il y a une loi qui les oblige à te dire que... Enfin, ils sont branles. Enfin, moi franchement, je marque pas ça moi sur les sites. J'ai même pas cette audace, tu vois. Tu dis bah ouais, on vend vos données, tu sais quoi, on en vit. Le contenu, c'est un truc que tu fais depuis hyper longtemps. On t'a pas présenté, mais t'as monté des boîtes d'escape game, tu as été auteur, blogueur, tu l'es toujours d'ailleurs. Tu as des grandes marques, je sais pas si on peut les citer sur leur strat YouTube. Ouais, bah je crée du contenu depuis longtemps. Ça, c'est vrai, en fait, je dirais même que c'est ce que je fais encore. C'est la seule chose que je sais faire. C'est-à-dire que ce que j'aime faire, c'est faire du branding et créer du contenu. Mais tout ça, je le fais toujours en essayant d'avoir une vision un peu à long terme. C'est-à-dire que tu vois, là, la discussion qu'on a, c'est exactement ce que j'aime. C'est-à-dire que on a une situation et je vais essayer d'imaginer tout ce qu'elle va avoir comme conséquence et puis derrière, d'utiliser un peu cette réflexion pour demain faire des marques qui fonctionnent et faire de la communication qui fonctionne. Donc, quand j'ai arrêté d'être salarié, j'ai commencé en fait ma carrière dans une école des métiers du web. Ça a été vraiment mon premier job. C'est quand j'étais en études, je faisais des études d'informatique, j'étais en école d'ingénieur en informatique. Le groupe dans lequel Epitech. Okay. Le groupe Ionis a lancé à ce moment-là une école des métiers du web. Parce que c'était la tendance, on était genre en 2012-2013, tu vois. C'était la tendance de lancer des écoles du web et c'était déjà très audacieux de leur part à l'époque parce qu'il n'y avait pas tant de métiers que ça. On savait pas encore qu'il y avait tant de métiers, mais ils lancent ça. Moi, j'entends qu'ils lancent ça et en fait, moi, le web, c'était mon truc, beaucoup plus que l'informatique. Sauf que à l'époque, quand tu voulais une carrière un peu dans ce milieu-là, t'allais en informatique et puis tu sais, c'est très dur de s'orienter. Moi, j'étais un très mauvais étudiant au lycée, donc je savais pas quoi foutre en fait. Et tu vois, d'un autre côté, il fallait faire des études parce que traditionnellement, dans ma famille, on est une famille de gens qui font des études. Bref, je me retrouve en informatique. Je déteste pas, mais j'avais aucune envie d'en faire mon métier, de faire du code, ça me faisait chier, tu vois. J'étais juste pas trop mauvais à ça, donc ça me permettait en gros de pas bosser trop pour mes études tout en poursuivant ce que je faisais à côté. C'est là où j'étais blogueur, c'était à cette époque, tu vois, où j'écrivais sur un blog comme ça qui était pas mal lu. Et ils lancent cette école des métiers du web, donc je vais voir les mecs qui étaient en charge de ça, je leur dis bon bah salut, je suis Guillaume, j'adore le web, je suis très intéressé par ces sujets, j'entends que vous lancez une école, s'il y a une petite place de quelque chose, bah moi je suis chaud pour n'importe quoi, j'ai juste envie de rejoindre le projet. Et ils m'ont fait bah écoute, ouais, en ce moment on est en galère en administratif, on est en galère sur des trucs, si tu peux venir nous aider une journée par semaine, c'est cool. Et donc je me retrouve à faire un stage, un demi-stage, bon, à bidouiller le truc avec, comme c'était en plus interne au groupe, ils m'ont arrangé des trucs, et je fais une fois par semaine, je taffe pour eux. Moi en plus ça m'avait permis de me remettre un petit peu un rythme. Et puis, très vite, évidemment, la masse de travail sur cette école qui était en cours de création augmente. Je passe à 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. J'y passe mes week-ends, en fait. Et là, je rejoins l'équipe en tant que assistant pédagogique, vraiment le bas du bas de l'échelle. Je remplissais des fichiers Excel, je faisais des choses comme ça. Un jour, j'entends qu'ils cherchent un prof de JavaScript, tu vois, donc... Dans l'école. Dans l'école, ouais, okay. Ils disent on n'a pas de prof, donc moi dans le groupe Ionis, dans le groupe Ionis pour Sup Internet, pour l'école Sup Internet, okay. Donc était l'école des métiers du web qui est maintenant qui s'appelle Epitech Digital, okay. Qui a évolué, mais c'est toujours la même base. Ils cherchent un prof de JavaScript, je l'entends, le soir je fabrique un cours, tu vois. Le lendemain, je leur dis bah les gars, moi je vous propose un cours de JS, j'ai entendu que vous cherchez un prof de JS, moi je peux être prof de JS, je suis développeur, tu vois. Et j'ai un parallèle à faire avec
création de contenu pour une audience qui en a besoin, Ouais, qui voilà. en recherche. Ouais, ok. Et un peu de l'opportunisme aussi, tu vois, c'est tentant qu'il y a un besoin. Bon, et puis finalement, 4 ans plus tard, j'étais directeur pédago de l'école. Et jusqu'à partir, et il y avait même un moment où j'aurais pu potentiellement avoir la direction de l'école dans certaines conditions. C'était pas évident, mais ça avait été évoqué avec la direction de Dionys. Et puis finalement, moi après, je suis parti faire de l'entrepreneuriat avec mon meilleur ami. Parce que l'école a quelque chose, en fait, quand tu gères une école, il y a quelque chose de terrible. C'est que ça devient répétitif à partir du moment où tu as fait un cycle. C'était une école en 3 ans. Quand tu as amené des étudiants du début à la fin et que tu vois partir ceux qui étaient arrivés il y a 3 ans, on a des nouveaux qui arrivent, et là tu te dis, en fait, soit je pars, soit je suis encore là dans 30 ans, et ma vie, ça va être d'amener des étudiants de l'année 1 à l'année 3. Ouais, en mettant légèrement à jour mes cours chaque année. Tu mets à jour, mais en vrai, c'était pas pour moi. Tu vois, moi, j'avais quand même besoin de quelque chose d'un peu plus créatif, tu vois. Et je faisais beaucoup d'administratif, je faisais aussi de la discipline, tu vois. Et ça, franchement, ça fait chier. C'est compliqué, tu vois, d'engueuler des gamins, de dire machin, mais pas de casquette à l'intérieur, tiens-toi bien, sois à l'heure. Enfin, bon, c'est intéressant en management, ça t'apporte beaucoup, mais il y a aussi un moment, t'aspires à autre chose. Donc moi, intellectuellement, je peux comprendre. Ouais, voilà. Moi, mon meilleur ami est Florence Tenner, qui a créé Adopt un mec il y a quelques années, qui avait arrêté de travailler en opérationnel pour Adopt pour justement se lancer dans d'autres projets. On avait envie de bosser ensemble. On avait commencé à écrire ensemble, on créait des trucs, bam, on se dit on fait un escape game. On écrit des salles d'escape game, on fait l'escape game. Bon, on fait ça ensemble, première boîte ensemble, c'est ma première boîte à moi, j'apprends beaucoup. Et Attends, on peut s'arrêter une seconde ? Oui. C'est hyper intéressant. Écrire un escape game, c'est ça, t'écris une histoire on écrit, qui va devenir, qui va la salle, être mis physiquement Ouais, c'est ça. En exécution. Et donc on l'écrit et on la fabrique. On fait ça nous-mêmes, avec nos petits bras, une boîte de BTP qui nous fait les murs, et nous on fait les décors et compagnie. On avait embauché une fille à cette époque-là qui nous a aussi vachement accompagnés dans la déco, dans l'opérationnel au quotidien, mais donc on était 3. Où est la difficulté ? Pardon, j'imagine qu'elle est partout, on c'est difficile, voilà, mais où est la difficulté ? En fait, la difficulté, c'est que c'est un format de narration qui est particulier, donc tu dois créer une histoire qui tient sur 1 heure, où les gens doivent être actifs, où ils doivent vivre un moment fort. Et qui ne doit pas être fini en 3 minutes si le mec est brillant en plus. Quoi. Ouais, c'est ça. Mais bon, là, il y a des méthodes de game design sur ça. Moi, là où je me suis vraiment concentré, c'est sur l'immersion. Je me suis dit, qu'est-ce que tu as envie de vivre dans un escape game ? T'as pas envie de te retrouver dans un bureau. Donc, mon premier escape game, il commence dans une salle capitonnée. T'es dans un asile psychiatrique. Donc, t'arrives, les yeux bandés dans quelque part. Quand t'enlèves ton bandeau, t'es dans une salle capitonnée. Tu dois t'enfuir de cette salle. Voilà. Mais ça, tu vois, il y a un rapport un petit peu au cinéma. C'est-à-dire, tu dois vivre un moment étonnant. Tu dois vivre un moment fort. Tu dois avoir un choc. Tu fais « Ah, ok, déjà, de toute ma vie, je n'ai jamais été dans un hôtel, dans une salle capitonnée. Donc, comment je vais m'intégrer dans cet espace ?» Et donc là, déjà, tu as un traumatisme qui fait qu'on va pouvoir te raconter une histoire. Et donc, l'histoire doit se raconter via les indices, via ce que tu trouves, via des messages, tout en tenant compte du fait que les gens sont plusieurs, qu'ils ont en plus une attention qui est limitée. Donc moi, tu vois, la première version de la salle, elle était très compliquée. Il y avait plusieurs personnages qu'il fallait intégrer, il fallait comprendre ce qu'ils avaient, les liens entre eux. Finalement, on n'a fait que la simplifier jusqu'à avoir quelque chose d'assez pur, mais une belle expérience. Et c'est une salle qui a reçu un prix pour son game design, donc qui fonctionne bien. On en a écrit 2 autres, là. C'est marrant parce que l'expérience est un contenu. Oui. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas... De toute façon, il n'y a que l'expérience qui reste. Dans tout ce que tu peux vivre, je pense, en tout cas moi en tant qu'auteur, scénariste et créateur de marque, je ne crois qu'en l'expérience. C'est-à-dire, quand tu vas vivre quelque chose, tu vas le vivre à un moment T, qui est un moment qui est finalement très court, et tu vas te rappeler de quelque chose. Ce souvenir, c'est ça qui, moi, m'intéresse. Qu'est-ce que tu vas laisser dans la tête des gens ? Comment ils vont raconter ce qu'ils ont vécu aux autres ? Et là, tu dois travailler en fait sur des petits traumatismes. Un truc qui m'intéressait dans l'escape game, c'est de faire vivre à des gens quelque chose qu'ils avaient toujours rêvé de faire mais qu'ils n'ont jamais pu faire. Par exemple, à un moment, tu trouves une enveloppe et elle est cachetée avec un cachet de cire et tu la décachettes. Ça, on l'a vu dans beaucoup de films, le cachet de cire décacheter quelque chose. Alors bon, ça se fait de plus en plus quand même avec Etsy. Il y a aujourd'hui un retour du do-it-yourself qui a un peu ramené cette tradition, mais à l'époque, il y a 4-5 ans, c'était moins commun. Et ça, c'est une belle expérience de décacheter une lettre. Surtout que c'est une lettre qui t'est pas destinée. Donc en plus, tu fouilles le courrier de quelqu'un d'autre. Ça aussi, c'est une bonne expérience. Ça, c'est quelque chose de fort. Parce qu'on a tous déjà rêvé d'ouvrir le courrier de quelqu'un d'autre. Mais bon, certains l'ont peut-être fait,
Mais là, tu ouvres une lettre qui est une lettre importante. Voilà. Tu peux fouiller dans un ordinateur et regarder des caméras de surveillance sur une grosse machine dont tu dois anticiper le fonctionnement. Tout ça, c'est des expériences. Et c'est ce qui fait que les gens vont dire « Ah oui, putain, on était dans une salle capitonnée. Au début, on avait l'impression qu'il n'y avait rien, mais en fouillant, finalement, il y avait des indices qui nous ont permis de sortir de la salle. » Puis, dans une expérience de marque, je pense que c'est la même chose. Tu dois jouer sur des éléments qui sont très forts et très précis et qui vont rendre les gens fiers. Bon, moi, en l'occurrence, je pense qu'une bonne marque, c'est une marque qui a quelque chose à voir un petit peu avec la religion ou la secte. C'est-à-dire que tu vas avoir envie de faire partie des gens qui sont associés à cette marque, de partager le fait que tu es associé à cette marque et de convertir des nouvelles personnes à ton plaisir d'être associé à cette marque. C'est ce que fait Apple. Et c'est aussi ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'est que tu vas créer un clivage dont on a eu la preuve tout à l'heure quand tu m'as dit « Fais pas croire à mes auditeurs que je suis un mec d'Apple, d'iPhone ». C'est-à-dire que toi, tu te revendiques comme étant quelqu'un qui n'est pas un mec qui est pas un utilisateur d'iPhone. Alors, je rectifie juste, je t'ai dit, me fais pas passer pour un con. Ouais. Pas par rapport à iPhone, par rapport à un truc que je ne savais pas, c'était une boutade. Ah, je pensais que tu te positionnais sur le... Ça, c'est un truc très commun. Les mecs qui sont sur Android, ils détestent Apple. Et les mecs qui sont sur iPhone ont tendance aussi à détester Android. Enfin, tu vois, on a créé... Je sais pas si tu te rappelles un moment incroyable. Au début, Instagram n'était que sur Apple. N'était que sur iOS. Comme Clubhouse, 10 ans plus tard. Ouais, mais Clubhouse est bienveillant. Sur Insta, quand ils ont annoncé Insta sur Android, t'as les Instagrammeurs qui ont dit « je me casse d'Insta ». Bon, ils se sont pas cassés. Mais les mecs, genre détente, ils ont fait « si ça passe sur Android, en gros, c'est plus digne de moi. Je voulais qu'Instagram soit un truc uniquement pour les utilisateurs d'Apple, comme si ça leur donnait vraiment... Ouais, la secte, l'élite, enfin, tu vois, qui est un peu plus juste un truc par l'argent, tu vois. Il y aurait seulement les 10 meilleures personnes, les 10% des meilleures personnes sur Terre qui auraient accès à l'achat de l'iPhone. Ça aurait peut-être du sens de dire, OK, on veut être entre nous, pourquoi pas. Mais là, en l'occurrence, c'est rien du tout. Alors, quels sont c'est un choix technologique. Mais... Les accroches, les points d'attache chez une marque que tu vas essayer de mettre en exergue, que tu t'es appliqué à toi-même peut-être. Quelles règles tu t'appliques à toi d'ailleurs quand tu crées la maison de la Poutine pour en faire une... Alors à chaque fois... secte. Donc non. Je rigole. J'ai pas dit ça, je dis ça avec un sourire. Il y a toujours un fond de vérité. Mais je vais travailler l'expérience client quand il va vivre le moment. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas être... Quand t'entends parler d'une marque la première fois, c'est souvent par la publicité, donc qui va être la publicité interne ou de la pub télé ou de la pub sur Internet ou de la pub dans un magazine qui va dire c'est bien, qui est de la pub payée ou pas, mais en gros, on va te faire la publicité d'un lieu. Ou même un ami qui va te dire va là-bas, c'est top. Et puis, donc, t'as ce que les gens vont attendre, t'as l'attente. Faut faire attention à l'attente, parce que si tu promets trop et que tu l'offres pas, t'auras une déception même si le produit est bien. Et puis... tu vas arriver sur place et là, tu vas vivre ton moment. C'est-à-dire que c'est ton grand moment, c'est la première fois que tu vas vivre une expérience avec cette marque. T'es très vulnérable. C'est-à-dire que t'es prêt à regarder comment ça se passe, tu comprends pas encore trop, il faut qu'on t'explique. Donc, moi, je vais beaucoup bosser le parcours utilisateur en pensant à la première fois que la personne va venir. La première fois où la personne va venir, pardon, j'ai fait des fautes de français. La première fois où la personne va venir. À ce moment-là, je suis toujours dans l'explication, je suis dans le tutoriel. Sachant que notre génération a la capacité aujourd'hui, quand elle a une information, d'ignorer les messages qui lui répètent cette information. Ça, c'est la pub sur Internet qui nous a amené ça. Donc, par exemple, la première chose que je voulais à l'entrée de la maison de la Poutine, c'est qu'il y ait une infographie. Qu'est-ce qu'une poutine ? Voilà, une poutine, les gens ne savent pas forcément ce que c'est. C'est des frites sur lesquelles on vient déposer un fromage en grains, qui est un fromage particulier à la poutine, et sur ça, on vient encore mettre de la sauce, puis une garniture. Voilà ce que c'est que la poutine. Pourquoi j'ai choisi ce produit ? Parce que ce produit est un produit compréhensible. Même quand tu n'as jamais mangé de poutine, tu peux comprendre de quoi elle est composée. Tu n'as que des produits que les gens connaissent. Tu connais les frites, tu connais le fromage, tu connais la sauce, tu sais ce que c'est en plus que de tremper de la sauce, de tremper des frites dans de la sauce, parce que tu retrouves le poulet du dimanche, le poulet rôti, tout ça. Donc, tu peux, quand on te l'explique, savoir si tu vas aimer ou pas. Et ensuite, à nous de te faire suraimer. Donc ensuite, quand tu arrives dans le restaurant, comment on t'accueille, comment le restaurant est foutu, qu'est-ce qu'on va te proposer. Ok, donc là, tu vas faire un essai sur un nouveau produit. Comment on va te rassurer sur le fait que tu vas aimer, que ça va être bon, que tu as plusieurs choix.
Toujours penser aussi, moi j'ai par exemple toujours défendu le fait de proposer des plats végétariens et véganes, ça c'est très important. Dans la sauce, dont les ingrédients sont secrets, il y a des... Donc il y a une sauce végane et une sauce... Voilà, il y a une sauce végétarienne, une sauce à la viande, et puis on a travaillé sur une poutine végane avec un chef du vegan. coup un chèvre, le fromage. Ouais. Un chef vegan, sachant que le chef de la maison de la poutine, c'est mon grand frère, qui lui est un chef qui était plutôt un chef qui travaillait la viande, mais qui aujourd'hui a aussi beaucoup évolué là-dessus, parce que ça l'a passionné. Mais voilà, et tout le monde doit être bien, tout le monde doit être... tout le monde doit se sentir accueilli. S'il y a des points qui peuvent être des points de friction, il faut bosser dessus ou il faut les expliquer. La première version de notre restaurant était tout petit, donc tu te retrouvais parfois à partager ta table. J'ai mis une petite affiche en mettant « Le restaurant n'étant pas très grand, vous serez peut-être amené à partager votre table, mais rassurez-vous, jamais votre poutine. » Donc tu vas partager sa table, c'est un peu chiant, mais si tu l'expliques et que tu mets une petite vanne et que c'est expliqué, il n'y a pas la gêne de dire « Ah, je peux m'asseoir avec vous, attendez. » Enfin, tu vois, tu désamorces. C'est chiant si tu le sais pas et que t'es surpris. Tu désamorces. Si on t'explique que c'est un restaurant parce qu'il est petit ou parce que c'est convivial et qu'on s'assoit à plusieurs à une table, comme une table d'hôte, c'est compréhensible. Ouais, ok. Voilà. Donc en fait, t'es assez honnête. Moi, je suis plutôt pour l'honnêteté et la transparence, et puis pas non plus l'excès de bullshit, de zèle, de machin, comme c'est un peu la mode aujourd'hui, tu vois. On a une tendance à de la LinkedInisation, tu vois, où on va te raconter des expériences inspirantes non-stop, te faire comme si tout était bien tout le temps. Non, tu peux aussi admettre que certaines choses fonctionnent mal, que certaines choses sont pas idéales, les expliquer, travailler dessus. Et tu vas créer de l'émotion en faisant ça aussi. Ok. Accompagner le client dans sa première expérience avec la maison de la poutine. D'ailleurs, cette première expérience a été pensée pour une vente à emporter ou une vente les deux sur place. Ouais, okay. les deux c'est de la street food, donc on a vraiment pensé les deux, et d'ailleurs ça a permis donc ensuite de développer aussi un pôle de livraison efficace, mais on était entièrement en vaisselle jetable au début. Ça c'est intéressant parce que ça posait pas du tout de problème en 2018. On avait de la vaisselle jetable même sur place. Quoi ? Vaisselle jetable ? Et l'environnement, monsieur ? Mais voilà. Mais ça, c'est une très bonne remarque. C'est que j'ai vu au fil du temps, je suis très attentif aux signaux faibles, et je regarde beaucoup les commentaires sur Google, sur Insta, sur Facebook. Et on a vu de plus en plus cette question-là se soulever, notamment après des étés très chauds. Et donc, on s'est rendu compte que ça, c'était quel est le rapport ? Les étés très chauds, ça ramène la question du réchauffement climatique. Oui, d'accord. Et ça ramène la question de l'écologie, et ça remet ces questions au centre du... En fait, les gens, ils ont besoin de ressentir. Ça rejoint notre discussion. En plein hiver, le réchauffement climatique, le dérèglement climatique est jamais trop... On l'attend. Ouais, on est genre... Ouais, en fait, on n'y pense pas trop. En revanche, quand tu passes un été où tu te prends un 42 degrés pendant 4-5 jours, que tu peux plus rien faire, que tu dors mal, là, tu te dis, ah mais en fait, si ça devient le quotidien, là, il fait chaud. Et puis, en fait, la chaleur, c'est la mort aussi, hein. Tu sais qu'à un moment, tu crames, tu vois. C'est assez humain, mais t'as plus peur du chaud que du froid. Tu vois, tu peux toujours te réchauffer. Enfin, s'il fait très froid, tu peux toujours mettre un gros pull. S'il fait chaud, quand t'auras plus que ta peau et qu'il va commencer à brunir, tu vois. Un four, c'est plus dangereux qu'un congélateur. Selon les gens, c'est pas forcément vrai d'ailleurs. Mais tu vois, t'as quand même un... Donc, le chaud ramène la question écologique chaque année. Et nous, on a fait là-dessus notre virage, où on a fait, on arrête tout ce qui est jetable. Et on passe en non jetable sur place. Donc, on a fait évoluer le concept aussi vis-à-vis de ce besoin-là pour les gens. Et puis, nous aussi, de notre sensibilité sur le sujet, où on est très concerné par l'écologie. En termes d'insight et de pilotage, du coup, c'est ce genre de signaux faibles. C'est de là que la discussion partait. Tu vas aller chercher dans les commentaires. Tu échanges aussi avec les clients. Comment est-ce que tu Je vis que pour ça. Moi, ma vie, c'est ça. C'est-à-dire que vraiment, c'est mon rôle. Et je suis d'ailleurs... je suis relou pour mes équipes, parce que ça va être genre, salut, il faut qu'on soit dans 2 mois, il faut plus qu'il y ait un produit jetable sur les restos. Et en fait, moi, j'ai le beau rôle parce que j'ai récupéré les signaux faibles par-ci par-là, j'ai écouté, j'ai ressenti, j'ai regardé ce qui se faisait à l'étranger. En fait, naturellement, aujourd'hui, quasiment de manière organique, je récupère les signaux et je les traite. Et je sais que, voilà... Et quelques mois plus tard, après que j'ai passé la maison de la poutine en non jetable, McDo a retiré le plastique de son gobelet, où tout le monde disait ce sera impossible, comment tu veux qu'ils fassent ? Ils ont réussi, ils ont fait de la R&D et ça y est, il n'y a plus de paille. Il n'y a plus de paille, et ça va vite quand ça commence à s'énerver. Et toi, si t'es sur le bord de la route et que t'es encore là avec tes trucs en carton, en plastique, nanana, tu passes pour un connard, tu vois.
D'ailleurs, la livraison pose cette question-là de l'écologie, hein, où tu n'as que du jetable en livraison, évidemment. Et là, on travaille sur le non jetable à emporter, donc le consignable, venir avec ton propre récipient et tout. Bon, bah ça, les gens sont super contents de ça. Et nous, ça nous fait aussi réfléchir sur ces questions. En termes d'ops, ça doit être un enjeu quand même. Ah, bah, c'est... Il y a un vrai casse-tête. Ah, bah oui. Le mec, il arrive avec des récipients voilà. qui n'ont pas la même taille. C'est ça que je te racontais, c'est que moi, j'arrive et que je dis à mes équipes, bon, bah maintenant, on passe en non jetable. Et là, t'as mon grand frère qui, lui, est la personne qui est chargée de faire en sorte que les restos tournent, qui me dit c'est impossible. Il me dit c'est impossible, on peut pas, on n'a pas la place, on n'a pas les ressources, ça veut dire qu'on doit mettre des machines à laver sur les restaurants et tout, c'est trop chiant. Et puis on en discute tous les deux, puis on évolue sur le sujet, puis on se rend compte que oui c'est possible et que finalement une fois qu'on l'a fait, on s'est dit on a bien fait de le faire. Mais tu vois, en fait c'est à chaque fois amener du traumatisme, c'est-à-dire dire bon bah là cette habitude là qu'on a, qui fait que ça tourne, qui nous rassure, qui nous permet aussi de bien dormir le soir et de nous dire bah le restaurant tourne, c'est bon, il y a des couverts, tu vois. Bah hop, on enlève, on change. On sait pas où on va, tu vois. Et ça, voilà, moi, ça, c'est mon travail. C'est un motto qu'on adore chez Cosa Vostra, un done is better than perfect. Tu vois, tu prends une décision, tu mets en place et puis et t'avances, quoi. Le branding, hein, tu m'en parlais tout à l'heure, je te demandais quelles règles tu t'appliques à toi. Alors, tu me parlais de la transparence et l'information de tes utilisateurs ou clients. On dit plus user, hein, parce que user, on dit qu'en anglais, on utilise un site ou de la drogue, mais ça reste des utilisateurs de ta marque. Ouais. Bref, l'information, la transparence, l'accompagnement dans cette première expérience, quelle autre règle tu t'es appliquée à toi? L'honnêteté. Ouais. C'est-à-dire aussi avoir une cohérence dans ce que tu dis, parce que sinon, tôt ou tard, tu te fais épingler. Ça rejoint un petit peu notre discussion du début, où tout à coup, on te dit, ah, au fait, on prend tes données, maintenant qu'on est obligé de te demander si t'es d'accord, on te le demande, et si tu dis non, on te facture. Ouais, mais là, en fait, t'as perdu, tu vois. Parce que t'as compris qu'en fait, je t'ai arnaqué. Tu vois, là, nous, on a des valeurs qu'on s'est posées, et ben, on tient ces valeurs. Ça, c'est très important, et tu le justifies tout le temps, et ça te permet, bon, nous, on a eu des enjeux autour de la food, voilà. On voulait pas faire de surgelé. On parle de la genèse, là ? On parle de la maison de la poutine. On voulait pas faire de surgelé. Donc que du frais et du made in France. Que du frais, made in France autant que possible. Made in à proximité. Quoi. Made in France, c'est un peu compliqué pour la viande. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, quand tu fais du volume, t'as des vendeurs de viande où si tu veux que du made in France, tu as tu n'as jamais un prix fixe. Et ça... La volatilité des prix est grande sur le made in France sur la viande. C'est très compliqué, ça. Okay. Alors que si tu es en Europe, par exemple, tu as une volatilité qui est moins importante et tu peux avoir un prix qui est plus régulier. Sachant qu'ensuite, de toute façon, tu choisis ta qualité de viande. En Made in France ou ailleurs. En fait, il s'agit plutôt de dire on prend de la bonne viande, d'où qu'elle vienne, qu'on prend forcément de la viande Made in France. Enfin, tu as de la viande Made in France où il y a des usines à poulet en France. Alors, quand on va te dire poulet Made in France, tu vas penser au poulet qui court dans le Gers, mais en réalité, c'est pas toujours ça. Le Made in France suffit pas à justifier la qualité d'un produit. Donc nous, on n'est pas des... Pardon, ce que tu dis à demi-mot, si c'est pas clair pour vous, c'est qu'il y a des usines batteries... oui, des batteries... Ils sont dans le noir avec des chocs électriques sous les pieds pour continuer de bouger. Enfin, des trucs comme ça, des trucs horribles. Enfin, en fait, voilà, la question... Le Made in France n'est pas un gage de qualité... C'est pas seulement un gage de qualité. Voilà. C'est quand même, en moyenne, la production en France est de meilleure qualité qu'ailleurs. Mais nous, en tout cas, on fait beaucoup de français. Mais ça peut nous arriver d'avoir de la viande qui vient du Royaume-Uni, par exemple, où ça, on n'est pas du tout contre tant qu'elle est bonne. Et que c'est de la bonne viande. Et d'ailleurs, là-dessus, on est très surveillé. Donc pas de surgelé, qualité, mais voilà, en revanche, si pas de surgelé. Ouais. Et ça, c'était très important. Et ça nous a amené à travailler avec des nouvelles méthodes de conservation pour avoir quand même des bonnes DLC sur nos produits. Donc la DLC, c'est la date limite de consommation. Donc en gros, si tu as un produit et qu'il y a une DLC de 3 jours, il faut que dans les 3 jours, tu l'aies vendu, sinon ça part à la poubelle et c'est de l'argent perdu. Donc on a travaillé là-dessus et aujourd'hui, on n'a toujours pas de surgelé. On n'a rien de surgelé. Tout ce que tu manges à la maison de la poutine est frais. Et ça a été des défis de logistique, ça a été des défis produits, mais finalement, la réalité, c'est que nos poutines sont les meilleures en termes de goût. Et ça, je le dis pas comme en bullshit, c'est ce qu'on constate. C'est ce que nous disent les gens de manière en extrême majorité. Aujourd'hui, on a des concurrents qui font venir leur fromage du Québec. Alors c'est intéressant parce que du coup, ils ont un fromage qui est beaucoup plus proche du vrai fromage à poutine. Mais
c'est quand même assumer le fait de faire venir du fromage de l'autre bout du monde, surgelé, bien sûr. En avion. En bateau, quand même, je pense. En bateau. Ouais. Je pense pas qu'ils fassent venir leur fromage en avion, faut pas déconner, mais j'espère. Mais en bateau, déjà, c'est... Ah oui, d'accord, en bateau surgelé, du coup. Ouais. Oui, en bateau surgelé, dans du fret surgelé. Enfin, en fait, c'est un bordel. Et enfin, moi, ça, honnêtement, j'assumerais pas. Alors nous, on a bossé avec une fromagerie pour qu'ils nous fassent un fromage qui ressemble à celui qu'on voulait, complètement sur mesure. C'est Erwan qui a fait la recette avec le laitier. Enfin, il y a un gros boulot, mais on fait pas venir notre fromage de l'autre bout du monde, en fait. Enfin, pas en 2022. Enfin, t'imagines. Et si je prends juste un pas en arrière, déjà, pourquoi de la poutine ? Bah, j'avais envie de faire de la food, j'avais envie de lancer un resto. On avait envie de lancer un resto avec mon associé, donc avec Flo, avec qui j'ai fait l'Epsilon. Nous, on est des gastronomes, ça nous intéressait. Florent Steiner, ouais. cofondateur d'Adopt. Ouais. Ça nous intéressait de travailler sur le sujet de la nourriture. On a lancé la Maison de la Poutine parce que moi, j'adorais ce produit, que j'ai pensé qu'il y avait une belle brèche pour amener ce produit de street food en France, que ça pouvait être un peu le nouveau burger, que ça pouvait être un produit intéressant, très personnalisable, en même temps, comme je te disais, assez simple d'accès. Réconfortant. Compréhensible, réconfortant. Ouais. Et c'est délicieux. Aussi, c'est vraiment délicieux. Tu peux le décliner, enfin voilà, il a beaucoup de qualités. Et il y a aussi une automatisation des gestes qui est assez évidente. Enfin, tu vois, tu as une base qui est un peu toujours la même. On est un petit peu sur un délire pizza où tu vois, il y a toujours la pâte, il y a toujours la sauce. Enfin, au plus tu as de gestes réguliers, au moins ça met de temps et donc au plus c'est rentable, tu vois. Donc le produit était cool. Le produit en plus a une histoire. C'est un produit d'un pays qui est loin mais qui est proche. Le Québec c'est intéressant, tu vois, c'est francophone. Les Français aiment bien les Québécois. Il y a aussi un côté un peu on rigole mais en même temps ils sont sympas. Enfin, on aimait bien l'esprit québécois et mon frère il a travaillé 5 ans. Donc en plus il a sa légitimité là-bas. Ça a été un chef au Québec. Donc on lance le premier resto et le premier resto cartonne au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. C'est un tout petit resto qui cartonne. On est en 2017-2018. On est en 2018, voilà. Ça cartonne, c'est facile. Ça cartonne, c'est facile. Voilà. On a tous les pure players qui viennent nous faire des vidéos gratos parce qu'ils veulent l'audience qu'on génère. Donc voilà, on a Combini, on a Huffington Post, on a tout le monde qui vient. Il y a la queue devant le resto. Enfin voilà, tout ce que t'attends en fait quand t'es restaurateur. Comment t'as fait pour les avoir ? J'ai travaillé avec une RP, une agence, enfin une jeune femme qui fait de la RP culinaire, qui s'appelle Marine et qui nous a accompagnés dans le lancement. Et en fait, après, c'est un effet boule de neige. En fait, Internet fonctionne comme ça. Quand quelqu'un fait de l'audience, tout le monde va prendre le même sujet parce que le sujet monte. Et donc, à partir du moment où on a commencé à faire de l'audience, non seulement les pure players venaient gratuitement chez nous, mais en plus, ils sponsorisaient leur poste parce qu'il y avait un bon ratio. Donc, des prestats qui coûtent 40 000 balles, on les avait gratos parce que nous, on amenait de l'audience et on amenait de l'intérêt. Donc, faut génial. savoir allumer la mèche, en fait. Ouais, faut allumer la mèche. Et là, ta RP t'a permis d'allumer. Ok. Voilà, et de faire le suivi, d'accompagner les mecs qui soient toujours là pendant que nous, on essayait de tenir le resto, qu'on a d'ailleurs régulièrement, on le fermait parfois le samedi parce qu'on n'avait plus de nourriture. Tu vois. Il n'y avait plus rien, donc on avait tout vendu. Bon, bah écoute. Problème de riche, j'adore. Oui, voilà, c'est ça. Les gens qui faisaient la queue 2 heures et qui, du coup, disaient on a fait la queue 2 heures. Bon, bah le produit, quand même, pour une queue de 2 heures, et c'est vrai que moi, je t'avoue que. Comme le camion qui fume, je crois. Ouais, en fait, le produit, il mérite pas de faire la queue 2 heures. Ah. Donc je reconnais que là, tu vois, en termes d'expérience, on est sur une question. Et donc du coup, on en a ouvert un deuxième, plus grand, à Parmentier, et un troisième à Toulouse. Voilà. Et ça a été une autre paire de manches parce qu'on est sorti de 2018, et là, on a traversé pas mal de crises. C'est-à-dire qu'on a traversé les grèves de transport, ouais. Et la crise des gilets jaunes, qui a aussi fait pas mal de mal au commerce local, dans le sens où c'était un peu le bordel à Paris, c'était le gros bordel à Toulouse, que les gens ont arrêté de sortir, notamment le samedi. Et le samedi, c'était quand même un jour où on faisait beaucoup, beaucoup d'argent. Le samedi, les gens sortent, les gens kiffent, tu vois, ils viennent prendre de la street food pendant qu'ils font leurs courses à Châtelet. Enfin, il y avait ce côté un peu festif du samedi. Et là, d'un coup, le samedi, c'est devenu un jour noir, où parfois on devait fermer, parce qu'il y avait des flics qui bouclaient la rue, ou qu'il y avait des gilets jaunes qui manifestaient, ou qu'il y avait des casseurs qui pétaient des vitrines. Nous, on s'est jamais rien fait péter, heureusement. Okay. Mais on a eu peur, tu vois. Et surtout, il y avait plus le côté on sort le samedi à Paris. Les gens sont plutôt allés vers les gros centres commerciaux, les halls, mais bon. Et ça a fait un peu de mal au business. Et puis ensuite, il y a eu le Covid. On tient, tu vois. On a tenu, et là, on va reprendre le développement. Moi, j'ai bien sûr l'intention de franchiser ce concept, qui est un très beau concept à franchise. Mais on a perdu 2 ans.
Et donc aujourd'hui, on a des beaux outils. Et puis là, on attend la fin du Covid pour reprendre bien. Et voilà, on a tenu le coup. On a fait de la livraison pendant le confinement. On a fait beaucoup de ventes à emporter. Les clients sont là. La marque continue à plaire. On a gagné des prix. On a développé tout ça. Mais c'est vrai que moi, ça m'a quand même vachement appris qu'en fait, c'est pas parce que ça marche que ça va continuer à marcher. Et qu'aujourd'hui, il y a il y a un nouveau truc à prendre en compte quand tu fais du business, c'est l'aspect pandémique. Je pense que, en tout cas, tout ce qui se dit, c'est que des pandémies, on en aura potentiellement d'autres. Donc demain, je pense que chaque business doit aussi être pensé en confinement. Vraiment, hein, Qu'est-ce que tu as appris et que tu referas demain ? Si nouveau confinement. Alors déjà, qu'est-ce que tu as fait et qui a bien marché ? Ce que j'ai appris avec tout ça, c'est que il vaut mieux être prudent financièrement. On a fait l'erreur d'embaucher, par exemple, beaucoup en prévision d'un développement. C'est-à-dire, on s'est dit, bon, bah là, on va lancer la franchise dans 6 mois, on aura besoin de ça, ça, ça et ça, autant les embaucher tout de suite. Ça, c'était une grave erreur. Vous êtes autofinancé ? Oui. Ok. C'était une grave erreur, parce qu'en fait, tu te retrouves dans des positions où si les choses ne se passent pas comme prévu, t'as des gens qui te coûtent trop cher, et tu dois soit te séparer des gens, soit les payer, et dans les deux cas, c'est un problème. C'est un problème parce que c'est pas cool et que tu peux te retrouver à devoir dire à quelqu'un qui est super, je suis désolé, mais là, tu peux pas rester parce qu'en fait, on n'a pas de travail pour toi encore, ça s'est pas passé comme prévu. Bon, donc, on a eu cette expérience-là. Ça qui est délicate, qui est douloureuse, surtout quand on est entrepreneur et qu'on aime créer. Ah oui, et puis c'est vraiment... C'est le coup à l'ego. Hein. Enfin, t'as vraiment le côté l'entrepreneuriat où tu kiffes, où tu te dis, bon ben voilà, je peux partir en week-end un jour plus tôt, je peux aller faire mon rendez-vous médical en pleine journée, il n'y a personne qui me donne d'ordre et tout. Et puis t'as le poids des responsabilités qui te revient à la gueule le jour où tu dois prendre quelqu'un que t'apprécies et lui dire, je suis désolé, on doit arrêter de bosser ensemble. Et c'est comme une rupture amoureuse, en fait. C'est-à-dire, t'as la même boule dans la gorge, tu sais, tu te dis, putain, c'est de ma faute, tu vois, j'ai merdé mon truc. Et encore une fois, on l'a pas vécu en mode on met la clé sous la porte, hein, ce que d'autres ont dû affronter. Mais on a dû rationaliser les choses, et ça là-dessus, moi j'ai gagné beaucoup en cynisme. Enfin, je sais que je suis beaucoup moins idéaliste qu'avant sur ces sujets-là, beaucoup plus dur, et du coup je me questionne toujours beaucoup à chaque fois que aujourd'hui je sais que j'embaucherai plus jamais comme avant. Enfin, je sais qu'une embauche, quelqu'un en face à qui je fais signer un contrat, ça veut aussi dire je ferai attention à faire en sorte que tu sois toujours bien. Quoi. Donc on a un peu revu tout ça. Voilà. Ça maintenant, aller toujours embaucher au dernier moment, c'est plutôt une attitude que j'aurais. Et je sais que la bonne attitude, elle est entre les deux. Mais tu sais comment c'est, quand tu as été un peu traumatisé par quelque chose, tu repars sur autre chose et tu es beaucoup plus échaudé. Donc voilà, ça c'est la première chose que j'ai appris. Après, donc je ferai plus attention. Et ensuite, penser confinement. En fait, le confinement, c'est très simple. Hein. Les gens, ils sont chez eux, ils peuvent pas sortir. Ok, voilà la situation. Qu'est-ce que tu fais avec ça ? Comment est-ce que ton business existe dans ce cas-là ? Où il y a une version alternative, où t'es dans la merde, où t'as ce qu'il faut pour faire que ça ne te coûte rien. Enfin, c'est ça la question. Donc, tu vois, pour la poutine, ça veut dire faire de la livraison, ça veut dire faire de la vente à emporter. Et là, à partir des prochains mois, je travaille sur le e-commerce. Donc, je vais faire un site de e-commerce. Moi, j'ai un beau référencement sur les termes poutine et compagnie. Je vais vendre du fromage à poutine. Pour faire ses poutines sur Internet. Pour faire tes poutines à la maison. Parce qu'il y a une demande, parce qu'il y a des concurrents qui le font. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'estime que sur le sujet de la poutine, je suis quand même puissant. Qu'il n'y a pas de raison que je prenne pas ma part du gâteau. Donc, je vais vendre du fromage à poutine sur Internet. On pourrait se dire, oui, mais du coup, tu te fais de la concurrence à tes restos. Oui. Mais à partir du moment où d'autres le font, autant... Bah oui, c'est ça. Enfin, voilà. Si c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Et les gens, ils ont aussi le droit de faire leur poutine chez eux. Ça veut pas dire qu'ils viendront pas... Enfin, ça se saurait... On a tous fait l'expérience d'essayer de faire une pizza à la maison. On continue d'aller bouffer des pizzas au restaurant. Dis-toi qu'à partir du moment où t'as des restaurants qui vendent des pâtes... Ouais, c'est ça. Ça veut dire que t'es prêt à bouffer. Enfin, faut quand même y aller, acheter des pâtes au restaurant, alors que c'est le truc normalement que tu manges quand t'as pas trop de thunes et que t'es un peu en galère, que t'as plus grand chose dans ton frigo. Tu prends des pâtes, tu mets de la sauce, t'as des restos qui te font la même chose. Coquillettes, jambon, œuf, 20 balles. Moi, je le fais, ça m'arrive. J'aime. Ouais, tu vois. Au resto, pardon. Au resto, oui, j'imagine. Bah ouais, mais normal. Mais c'est pas grave. Non, ça veut dire ton point, c'est que oui, voilà, c'est pas. Tu vas pas donc, tirer une balle dans le pied. Okay. Si demain j'ai du e-commerce, ça veut dire que j'ai une plateforme qui me permet de vendre d'autres choses, qui me permettra de vendre aussi des repas. Par exemple, on nous demande souvent, j'aimerais offrir un repas. Ça, tu vois, c'est pète couille d'offrir un repas pour quelqu'un, de faire prépayer quelqu'un et tout. Tu vois, le e-commerce permettra de faire ça. Système de code et tout, tac tac, relié à mes caisses, de la bonne tech derrière qui tourne.
Puis Ok. il y a du beau boulot à faire en e-commerce aujourd'hui. Il y a des belles marques, il y a des super expériences. Et moi, c'est un milieu dans lequel je suis heureux de me dire que je me lance, tu vois. Vous avez fait de la livraison du coup pendant le Covid? Oui, tous nos restaurants font de la livraison. Et En du plus coup, avec quelle plateforme pour Avec vendre Uber. Avec Uber. Avec Uber. On a un partenariat avec Uber Eats exclusif, c'est-à-dire qu'on n'est pas chez tout le monde, on est que chez eux. Ça permet aussi, nous, d'éviter d'avoir 1 milliard de tablettes derrière la caisse. Ouais, de tablettes et d'interlocuteurs derrière, tu vois. Parce que moi, sur des projets comme ça, j'ai quand même envie d'être bien accompagné. Et voilà. Donc, on a un bon contrat avec Uber, mais toujours sur nos restos. C'est-à-dire qu'on est toujours adossé à un restaurant qui a sa vie et qui, en plus, fait de la livraison. Et j'espère que la livraison convertira aussi en clients physiques qui se diront, bah tiens, la prochaine fois, je viendrai. En plus, c'est un peu plus cher sur Uber. J'ai mis des prix un peu plus hauts parce que la commission est quand même importante et ça nous permet de minimiser, d'optimiser quand même un peu nos marges en vente à emporter. Et puis, je pense que pour les clients, se dire, bon, bah si je viens sur place, je paie moins cher, c'est aussi intéressant, tu vois. Il y a une question de feed sur tes clients livraison, fidélisation qui se pose. Comment est-ce que tu l'adresses? C'est Uber qui gère ça aujourd'hui. Ouais. Moi, je peux pas surcoucher là. En fait, là, la carte de fidélité, c'est un gros sujet. Pour le moment, en restaurant, tu as une carte à tampon. Parce que là, tu vois, typiquement, je pense que c'est la meilleure expérience utilisateur. Aujourd'hui, tu as de la fidélisation avec des apps et compagnie, c'est un peu plus compliqué. Tu fais de la saisie de données, tu fais du suivi de clients, c'est pas mal pour toi. Mais pour le client, c'est toujours moins bien que des tampons, qui est le truc le plus simple. Donc pour le moment, je suis resté au tampon. Et t'as pas d'évangélisation à faire parce que les tampons, on en a depuis qu'on est gamin. Qu'on achète des sandwichs à la boulangerie tu à connais l'école. Le concept, ouais, t'as raison. Ouais. T'as raison. Et... Il y a ça. Et sur Uber, il y a un système de fidélité interne à Uber. Ok, très bien. Mais tu fidélises par le produit, en fait. En vrai, moi, je trouve que si tu as besoin de faire trop de cadeaux pour fidéliser, la carte de fidélité, c'est traditionnel dans les restaurants. Tout le monde le fait, donc tu es un peu obligé de le faire. Mais la réalité, moi, par exemple, je fais pas de réduc, je fais pas, tu vois, c'est pas la poutine à 50% aujourd'hui, non. Moi, je veux que mon produit il soit addictif, que tu aies envie de bouffer ta poutine chaque mois et que tu viennes bouffer et que tu viennes kiffer et que tu viennes découvrir la recette du moment et que voilà, la fidélisation, elle est là. Si tu dois faire des pieds et des mains pour fidéliser tes clients, pose-toi des questions, tu vois. La règle de base dans le business, mais ça c'est une évidence, chers auditeurs, mais un bon produit, c'est la base. Pour sûr. Fidélité, pour ton NPS, pour plein de choses. Quoi. Après, la réalité, c'est que tu as des bons produits mal marketés qui marchent pas et tu as des mauvais produits bien marketés qui marchent très bien. Ouais. Mais un bon produit, ça aide quand même à... Moi, ça me ferait chier. Je vois, parce qu'il y a une tendance, tu vois, de vendre, les mecs qui font du dropshipping, qui achètent des trucs en Chine, qui passent leur vie à vendre de la merde, à dire que c'est génial. Mais putain, moi, je peux pas finir ma journée. Non, mais même humainement, intellectuellement, tu vois, finir ma journée en disant, waouh, aujourd'hui, j'ai vendu des climatiseurs en... Je sais même pas si c'est de l'arnaque. Ouais, moi je pense que c'est de l'arnaque, mais je crois pas que ce soit qualifié comme tel légalement. Mais j'ai vendu des climatiseurs que j'achète 35 centimes en Chine. Je les ai vendus 49 € avec un code avec 20% que j'ai fait traîner sur un forum pour machin, pour truc. C'est ça ton business, tu vois. Ça, c'est ta vie. C'est de vendre des faux climatiseurs à des gens qui vont le recevoir, qui vont être déçus, qui vont le jeter. T'as pollué, t'as pris de la thune. Et t'as dépensé 20 balles de publicité pour vendre un produit qui t'a coûté... 2 € et tu l'as vendu au final 30 € hors taxe, donc il t'est resté 6 €. Enfin, tu vois, en vrai, c'est Facebook qui a pris sa thune sur un Facebook ad et toi, tu bosses pour Facebook ad en fait. Enfin, tu vois, c'est nul. Enfin, ça, c'est horrible. Et je sais qu'on peut gagner beaucoup d'argent comme ça. Hein. Mais c'est une philosophie de vie qui est différente. Ouais, et puis chaque jour, tu t'approches un peu de ta mort quand même, tu vois. Donc, si tu dis, OK, je sacrifie une journée pour faire un truc, faut peut-être à un moment que ça t'apporte un petit quelque chose ou que t'es pas en plus un peu plus pourri ton monde, quoi. Et moi, ça, je sais que je suis un peu dur là-dessus, mais j'ai pas beaucoup de respect pour les arnaqueurs d'internet et les filous, tu vois. Ça me saoule un peu. Le temps file, je trouve ça hyper intéressant. Et en fait, il y a encore plein de sujets que je m'étais noté. Je sais pas si on aura le temps, mais ce sera l'occasion de se rencontrer une prochaine fois. Bah, carrément. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour fin 2021 et 2022 ? Bah, on verra. Sur la maison de la Poutine ? Sur la maison de la Poutine. Déjà pas d'autres confinements, j'espère. Non, moi, franchement, sur la maison de la Poutine, c'est des clients. C'est des gens qui viennent, des gens qui kiffent, des gens qui en parlent, qu'on continue. Là, tu vois, on s'est lancé sur TikTok avec des jeunes TikTokers qui sont super forts. On a le compte TikTok qui décolle. Voilà, moi, ce que je veux. Vous cherchez la maison de la Poutine sur TikTok, la dernière vidéo fait 1,7 million de vues. Ouais, c'est trop bien. Et en fait, j'ai envie que les gens entendent parler de cet endroit, qu'ils aient envie de venir et du coup, qu'ils découvrent ce qu'on a fait.
comment ils vont en entendre parler ? Via TikTok, via les réseaux sociaux, via Instagram aujourd'hui, aussi via leurs amis, via les stories de leurs amis, via les recommandations, via Google, via les articles qu'on va avoir sur tel ou tel nouveau produit. Là, on prépare des trucs rigolos pour la rentrée qui vont faire un peu parler, je pense. Et surtout, une fois qu'ils arrivent, qu'ils en aient pour leur argent. Et ça, vraiment, j'y tiens énormément, qu'ils aient passé un super moment, qu'ils se soient dit, voilà, on m'a promis ça, j'ai eu ça, j'ai kiffé, c'était super, je reviendrai. Ou quand j'ai un ami qui est pas parisien, qui vient à Paris, je l'amènerai là. Tu vois, je vais lui montrer, voilà, ça c'est un endroit que j'aime bien, ça je m'y sens bien, c'est cool. Voilà, c'est vraiment hyper important. Et après, moi, de mon côté, je continue je travaille aujourd'hui pour d'autres marques à côté. Je suis auteur-scénariste. Je fais du consulting pour Amazon Prime Video. C'est très intéressant aussi. J'ai envie que cette expérience-là continue. La marque dont je voulais parler tout à l'heure, je sais pas si on a le droit de la citer. Ouais, carrément. Je bosse sur leur chaîne YouTube et c'est passionnant. Enfin, voilà, j'espère, moi, continuer à bosser pour des marques et continuer à partager un peu ma vision et mes idées. Et c'est ça qu'on peut me souhaiter. Je cherchais, pardon, j'étais pas mal poli. J'avais mon téléphone à la main et je vois que tu le regardais. Ah non, en termes de réseaux sociaux pour un restaurant. Je surveille mon téléphone aussi, t'inquiète pas. Ça y est. Comment est-ce que tu les abordes ? C'est important, non ? On me parlait d'un resto, je vais pas dire de bêtises, je crois que c'est Gruppo di Mama. Je vais pas dire de bêtises. Big Mama ? Non. Un autre resto italien qui, avant même son ouverture, faisait 50 000 followers sur Insta, en organique uniquement. C'est important. Moi, je sais que ma femme, indispensable, Elina, ma très chère compagne, qui nous écoutera peut-être. Bonjour Elina. Ma femme, on voit régulièrement sur Insta des comptes de restaurants. Ça a l'air top, faut qu'on y aille. En fait, aujourd'hui, c'est le moyen de faire la promo de ton resto. En fait, tu peux pas, selon moi, faire du resto un peu branché sans parler réseaux sociaux. C'est-à-dire que le compte Insta d'un resto, c'est indispensable. Tu mets des belles photos, tu mets des photos qui donnent envie, des bonnes photos de bouffe, ce qu'on appelle la porn food. Tu vois, c'est vraiment les photos de bouffe de près, les trucs un peu gras qui vont te mettre l'eau à la bouche et qui vont faire que tu vas vouloir y aller. Donc, indispensable, tu lances ton resto, tu dois être puissant sur les réseaux sociaux. Photos de bouffe. Quoi d'autre ? Photos de bouffe et ensuite... Sur TikTok, les codes sont différents. Donc sur TikTok, tu fais des TikTok, donc des recettes, des défis TikTok. En fait, il faut que sur chaque réseau social, tu t'intègres avec les codes du réseau social. Moi, je suis aussi sur Twitter, et sur Twitter, je fais des vannes un peu border de temps en temps, parce que sur Twitter, c'est comme ça qu'on communique, tu vois, tu peux être un peu rigolo. Sur Instagram, tu dois travailler l'image, tu dois travailler la beauté de tes photos, la composition, tu fais ça. Sur TikTok, tu fais des vidéos courtes, très virales, qui marchent bien, il faut savoir comment les gens vont consulter, donc sur TikTok, t'as un feed où tu vois des choses qui passent, quand t'aimes bien, tu t'abonnes, quand t'aimes bien, tu likes. Il faut du rythme en plus, sur TikTok. Faut du rythme de ouf. Mais tu vois, en fait, tu dois humblement aborder chaque réseau social, pas essayer de forcer un ton qui n'est pas le ton du réseau, parce que alors là, tu vas passer pour un crétin, tu vois, c'est direct, un boomer au possible, voilà. Et voilà, et derrière, tu vois ce qui marche, tu fais de l'A/B testing, tu vois où est-ce que tu as des likes, comment est-ce que ça prend. Tu te fais accompagner ? Je me fais accompagner sur TikTok, parce que j'ai 32 ans et que je suis pas bon à TikTok. Sur les autres réseaux sociaux, ça va. C'est quoi, c'est trop vieux, 32 ? Je suis trop vieux. Oh, putain. Ah ouais, je suis un peu vieux. Non, mais TikTok, aujourd'hui, les codes ont été posés par la génération du dessous. Donc j'ai l'humilité d'aller voir la génération du dessous et de leur dire faites-moi des TikTok, les gars, en plus c'est cool, ça les fait bosser. Enfin tu vois, c'est intéressant. En revanche, Instagram, Facebook, Twitter, je sais le faire. C'est des réseaux que je connais très bien. Facebook, j'abandonne là. J'arrête de faire de la sponsor Facebook. Pourquoi ? Parce que ça convertit pas, ça me saoule. Facebook me saoule. Enfin tu vois, les gens qui sont dessus, il y a quasiment plus personne dessus sur ma cible. Ceux qui sont dessus, ils y sont un peu contraints et forcés. Pour moi, le réseau est en décrépitude. Ouais, tu vois. Vraiment. Moi, sur Facebook, j'ai une extension qui bloque le feed. Enfin, déjà, j'ai fermé mon compte Facebook, c'est-à-dire que j'ai enlevé tout ce qu'il y avait dessus et j'ai dit je réponds plus à rien. Je l'ai toujours quand même, parce que je poste sur la page de la Maison de la Poutine, la page Facebook, et je réponds aux messages. Hein. Mais je fais plus de sponsor. Oui, voilà, tu peux pas complètement fermer Facebook, mais même cette façon de faire qui fait que tu peux pas le fermer parce que t'es dans la merde. Si tu le fermes, c'est de la merde. Enfin, tu vois, c'est un truc où Apple va faire Apple Connect et du coup, on va arrêter. Enfin, voilà. Donc, Facebook, je vais plus mettre d'argent sur Facebook, mais toujours sur Instagram, qui est quand même Facebook, hein, mais c'est la même boîte, mais Insta a quand même une autre approche. Donc, voilà. Et ça marche toujours bien. Et je vais faire de la sponsor TikTok aussi bientôt, même si pour le moment, on marche qu'en organique, ouais. Snap, j'y suis pas allé. Parce que pas le temps, pas pensé ou pas ton audience, pourquoi ? Écoute, au moment où ça a explosé, les offres étaient pas hyper attractives pour les marques PME comme moi, c'est-à-dire qu'ils avaient ciblé des grosses marques, vraiment, du Vice, du tout ça.
Donc j'ai un petit peu, je suis passé à côté, hein. Je peux pas te dire que j'ai forcément bien fait, mais c'était pas le moment où j'avais le temps, donc pas Snap, non. Et Pinterest pour la bouffe? Pinterest, pareil, j'ai pas assez les codes, mais je crois que c'est pas mal, mais bon, je sais pas trop si d'un point de vue commercial. Faut choisir ses batailles, de toute façon. Ouais, non, mais t'as raison, hein, c'est des sujets que je devrais explorer. Maintenant, bon, j'ai pas forcément le temps de regarder partout. Et donc, je me suis concentré sur Insta, qui est quand même le principal réseau pour la food aujourd'hui, et TikTok, qui est en train de prendre une place aussi capitale dans la communication, la sociabilisation aussi de la génération du dessous, et même de notre génération, hein, qui est aussi en train de se lancer sur TikTok. Donc, mais ce que tu viens de dire sur cette fin, je pense, et on finira là-dessus parce que c'est un bel insight, mais on voit tellement de marques qui se plantent sur TikTok déjà en utilisant soit des codes communs à deux plateformes, ce qu'il ne faut pas faire, soit juste en termes de ton, d'approche, de rythme, de style. Bah ouais. Le problème, c'est que la marque, elle va créer du contenu genre pour sa chaîne YouTube. Donc ce contenu, il est payé, voilà. Et derrière, dire bon bah avec ce contenu, il faut faire un TikTok. Et je comprends parce qu'en termes de fric, c'est quand même, si on te dit bah faut faire du contenu exclusif à TikTok, moi j'ai un budget pour TikTok, tu vois. Alors, ce qui est sympa, c'est que comme Insta a copié TikTok, ils ont fait les Reels. Donc mes TikTok, je les mets aussi sur Reels, tu vois. Parce que là, pour le coup, c'est la même chose. Mais ouais, c'est pas forcément c'est pas du contenu qui est hyper facile d'accès, qui est pas facile à faire. Il faut des monteurs qui savent faire du TikTok, tout ça. Bon, bah, soit tu y vas. Après, moi, je pense qu'il vaut mieux ne pas y aller que mal y aller. Parce que mal y aller, c'est vraiment la honte. Surtout TikTok, il y a un côté... Il y a tellement un côté, c'est le truc des jeunes aujourd'hui. Aller faire un lip dub. Les boomers sur TikTok, c'est vraiment, on se fout vraiment de leur gueule. Et là, quand t'es à ce point-là, t'as niqué un truc, tu vois. Un épisode intéressant sur le sujet, chers auditeurs, que j'avais enregistré avec Chef Club, où ils ont des studios. Ouais. Et en fait, au lieu de faire une vidéo pour tous les réseaux, ils vont faire 5-6 vidéos d'une recette. Incroyable, Chef Club. Ouais, 1 milliard de vues à l'époque par mais c'est des brutes de contenu. Guillaume, c'était passionnant. Merci infiniment. Merci à toi pour l'invitation, c'était super cool. Et puis surtout ton franc-parler, ton honnêteté, c'est toujours agréable. Chers auditeurs, je vous souhaite une excellente journée. Guillaume, à bientôt. Ciao. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.